On vient mettre notre grain de sel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Grain de Sel Télé, une émission produite par Traveldoc. Je vous retrouve depuis le Cers, l'un de nos deux voiliers avec lesquels nous sillonnons le littoral roussillonnais catalan pour rencontrer celles et ceux qui travaillent chaque jour à étudier la mer Méditerranée et surtout à trouver des solutions aux défis de demain. Il y a quelques jours, nous avons jeté l'ancre dans le port de Port-Vendre, dans les Pyrénées-Orientales, sur la côte Vermeille. Nous sommes ici en plein cœur du parc naturel marin du Golfe du Lion et à quelques kilomètres du laboratoire Arago de Bagnoul-sur-Mer. Ces deux structures œuvrent à la préservation des espèces menacées en Méditerranée. Et ça tombe bien, puisque c'est notre sujet du jour. Quand décrète-t-on qu'une espèce est en voie de disparition? Comment on fait pour la préserver? Est-ce que ça fonctionne toujours? Ce sont ces questions qu'on va se poser avec mes invités dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, nous retrouverons une artiste qui a la mer au corps. Elle s'inspire de cette passion pour ses vidéos qui empruntent à la fois à la rêverie et à l'imagination. Voilà, vous avez le programme, installez-vous confortablement. On commence tout de suite avec le carnet de bord de Clarisse qui, tout en poésie et en finesse, nous raconte la traversée de l'équipage de Grain de Sel Télé. On vient mettre notre grain de sel. Heureuses qui, comme Pénélope, ont pris le large pour changer d'horizon. Au fur et à mesure que je fais de la marche avant, du coup, il faut avoir largué celle-là, bien sûr. Du coup, le bateau est fait comme ça. Ouais. Et quand le bateau il est bien comme ça, je pars en marche arrière. Notre équipage, tout au long de l'été, s'est formé comme un petit écosystème autonome, un microcosme mi-terrien, mi-marin. Espèce hybride en voie de disparition, soudée par des semaines de vie commune, on sent doucement que c'est bientôt la fin de l'aventure. Caché au fond au fond d'une canne de bateau. On se prépare à quitter cette étendue de bleu immensément mystérieuse, la Méditerranée, que nous avons tenté de comprendre. En allant à sa rencontre, elle nous a raconté son histoire millénaire dont les traces invisibles se laissent lire dans les flots. Elle nous a aussi montré à quel point le système capitaliste et extractiviste l'avait affaiblie. Ses fonds se vident et l'équilibre de ces écosystèmes est déréglé par l'activité des humains qui voient la nature comme une ressource illimitée dans sa course effrénée vers le progrès. Pendant ce voyage, le temps semble nous avoir échappé, comme s'il passait différemment en mer, comme si l'air salé faisait qu'on ne comptait plus en secondes et en minutes, mais en levée de soleil et en nœud marin pour arriver à temps au port. Sous le soleil renaissent les sourires. Sur la digue se brisent les souvenirs. Rêves apaisants, bercés par l'écume vibrante, chahutés par le vent, le temps n'est alors plus rien, figé en une saison, dont le sable est le témoin. Vogue de Nadia Ben Slimane. Et moi, la petite jeune de l'équipage, je monte à bord pour vous et vous raconterai ce qui se passe derrière les coulisses. À l'abordage! On vient mettre notre grain de sel. C'est le nombre d'espèces marines qui vivent en Méditerranée et elles sont très nombreuses à être menacées. On prend le cas par exemple de ces 18 espèces de cétacés qui se retrouvent souvent prises dans des filets de pêche par accident. Outre les espèces, il arrive aussi
que ce soit les habitats qui soient menacés, notamment par une espèce invasive. Avec moi sur ce plateau, 2 personnes qui sont engagées dans leur quotidien dans la conservation de ces espèces. Bonsoir messieurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je commence par vous, Thierry Ogabaskou. Bonsoir, vous êtes agent technique de l'environnement au Parc naturel marin du Golfe du Lion. Tout à fait. Et Pascal Roman, vous êtes biologiste marin au laboratoire Arago et vous vous occupez entre autres des espèces présentes dans l'aquarium et dans les jardins du site. Merci d'être sur le plateau de Grain de Sel Télé. Alors déjà, première question, quand est-ce qu'on décide qu'une espèce est menacée, qu'elle doit être protégée ? Une espèce, elle va être considérée comme menacée à partir du moment où ses effectifs vont arriver à un niveau tel qu'on va considérer qu'il y a un risque d'extinction. En fait, une espèce, elle va être considérée d'abord comme vulnérable, ensuite comme en danger, et puis après, finalement, en danger critique d'extinction. C'est vraiment ce résiduel, en fait, le peu d'individus qui va rester, qui va à un moment donné donner le seuil d'alerte et faire en sorte qu'on va dire, bon, cette espèce, elle est menacée, il faut mettre en place quelque chose pour la protéger. Ça implique qu'on suive cette espèce à l'origine. Bien sûr, il y a plein d'espèces qui disparaissent et qui sont inconnues, donc qui n'ont pas encore été découvertes. Y compris en Méditerranée. Et surtout en mer. Surtout en mer. De suivi et de connaissance, c'est beaucoup plus délicat. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les espèces cryptiques, donc qui vivent pour certaines cachées. Certaines sont à des profondeurs inaccessibles, elles vont être victimes par exemple de la pêche ou de la pollution sans qu'on ait jamais pu mettre le nez dessus et savoir qu'elles existaient. Et alors, quelles sont les causes ? Qu'est-ce qui fait qu'une espèce, à un moment donné, est menacée en Méditerranée ? Un peu comme partout en mer et sur le globe, il y a les 2 causes, donc anthropique et naturelle. Donc, anthropique, c'est l'activité humaine. Anthropique, c'est tout ce qui est lié aux activités humaines, qu'elles soient d'exploitation, de navigation, d'usages divers et variés. Et naturelle, on le voit maintenant et de plus en plus avec tous les signaux d'alerte dus au réchauffement climatique, même s'il a quand même une source anthropique. Mais ça provoque des bouleversements naturels. Si une espèce est menacée, ça influe, ça impacte sur l'ensemble de l'écosystème et du milieu dans lequel elle vit. Tout à fait. En fonction de sa place dans l'écosystème, sa disparition va avoir un impact plus ou moins important finalement. Si elle est à la base d'une chaîne alimentaire, évidemment, ça va remonter dans la chaîne alimentaire et donc il va y avoir un manque. Et s'il est en haut de la chaîne alimentaire, ça va déséquilibrer tout ce qui est en dessous avec des proliférations, par exemple, d'espèces qui vont impacter d'autres espèces parce qu'elles vont proliférer justement. Le prédateur ayant disparu. Une réaction en chaîne. Oui, parce que tout est étroitement lié. C'est ce qui est la base de la définition d'un écosystème. Est-ce qu'on pourrait faire une petite liste non exhaustive, bien sûr, des espèces un peu emblématiques, en tout cas ici dans le golfe du Lion, qui sont menacées et que vous protégez ? Alors, on pourrait parler plutôt que d'espèces menacées, parler d'espèces protégées, parce que justement, celles qui sont protégées, en général sont effectivement celles qui sont un peu considérées comme menacées. On a la plus commune, c'est la Posidonie, bien évidemment. C'est ces herbiers de Posidonie qui sont vraiment emblématiques de la Méditerranée, qui ne sont pas particulièrement menacés dans le golfe du Lion, mais qui pourraient facilement l'être si on n'avait pas mis justement ces méthodes de protection en place. On a ensuite, on pourrait y revenir, la grande nacre, qui est justement un grand coquillage, le plus grand coquillage de Méditerranée, le 2e plus grand coquillage au monde, qui voit ses stocks complètement s'effondrer actuellement. Dans les espèces protégées, on a évidemment les cétacés, on a des oiseaux. Thierry y reviendra parce que c'est vraiment le spécialiste. On va un peu... Voilà, et puis après, on a des espèces beaucoup moins connues, comme la patelle ferrugineuse, par exemple, qui est un coquillage pas connu du tout et qui est une espèce qui a disparu de notre littoral, qui est encore un petit peu présente en Corse, par exemple, mais dont les populations sont vraiment en danger. On va avoir des oursins, aussi certaines espèces d'oursins qui sont... c'est pas l'oursin le plus commun, c'est des oursins qui vivent un peu en profondeur, qui aussi sont considérés comme menacés, des crustacés, comme la grande cigale. C'est une espèce que, pour ma part, j'ai jamais vue, même dans nos eaux, alors qu'elle était considérée comme bien présente. Elle a disparu quasiment de nos eaux, pour des raisons aussi diverses et variées. Ça peut être de la surpêche, ça peut être de la compétition, l'introduction d'une espèce exotique envahissante à un moment donné qui a joué sur sa présence. Est-ce que c'est possible qu'une espèce disparaisse, mais de cause entre guillemets naturelle ? On sait actuellement que ce qu'on a
que le reflet de la biodiversité actuelle, ce n'est qu'une infime partie de la biodiversité qui a existé sur Terre depuis l'apparition de la vie sur Terre. Les espèces, elles se sont succédées, elles ont disparu, elles ont évolué évidemment, et donc là, ce qu'on voit maintenant, ce n'est qu'une petite partie de ce qui a existé. Donc il y a des moments où en fait, il y a eu des crises d'extinction massive. On parle là maintenant de la 6e crise d'extinction massive, qui serait d'origine anthropique, mais il ne faut pas oublier qu'avant, il n'y avait pas l'homme, et il y a bien eu des crises d'extinction massive. Là, on a supposé le fait que des météorites aient pu toucher la planète Terre et vraiment provoquer des dégâts considérables, qu'il y a eu des grands incendies, des variations du climat gigantesques qui ont aussi fait disparaître des espèces. Donc voilà, tout ça a conduit à la disparition de certaines espèces. C'est donc des phénomènes naturels, mais là on voit que ça s'accélère et que c'est vraiment d'un point de vue anthropique que le problème il vient en fait, que c'est là que ce problème est généré. Parce qu'on ne leur laisse pas le temps. Là, une même espèce, 3 millions d'années après, elle a 2 pattes à moins, ou en plus, je caricature un peu mais pour imager, mais parce qu'elle a eu le temps de s'adapter aux variations du climat. Le seul souci actuellement, c'est que Ça va trop vite en fait. on ne laisse pas le temps aux espèces animales ou végétales, on ne leur laisse pas le temps d'évoluer et donc de survivre et de s'adapter à ce qu'on leur propose aujourd'hui et demain. On va revenir justement sur les moyens d'action dont vous disposez pour mettre en place des plans de protection pour les espèces. Par exemple, concernant les herbiers de Posidonie, qu'est-ce que vous pouvez faire au parc marin ? On va dire qu'on a plusieurs types de protection. Et avant d'y aller, juste un petit bémol, c'est qu'on parle d'espèces menacées et d'espèces protégées maintenant. On pourrait presque dire que toutes les espèces sont menacées. Le seul distinguo, c'est que une espèce est protégée et donc nous donne les moyens de faire quelque chose pour elle à partir du moment où elle est listée comme espèce protégée. Donc avant ça, il faut qu'il y a cette reconnaissance consensus scientifique sur le fait que cette espèce... Il faut qu'il y ait une directive européenne qui veille sur telle liste d'espèces. Si ça se confirme, elle sera protégée. Et une fois qu'elle est protégée, chaque État membre prend des arrêtés ministériels divers et variés pour les mesures en charge de sa protection. Donc il faut déjà qu'il y ait cette première étape de reconnaissance d'une espèce menacée en espèce protégée. C'est souvent l'étape qui est la plus longue et qui finalement presque aussi létale dans la longueur de la prise de décision. Et alors du coup, j'en profite, est-ce qu'au laboratoire Arago, vous participez à cette étape-là ? Est-ce que une de vos missions, c'est justement de fournir ces connaissances-là pour... Certains collègues du laboratoire, oui. Alors moi directement, non. Mais on a des collègues qui travaillent sur la mise en protection de certaines espèces au travers de réunions ministérielles en particulier, qui vont permettre de définir les critères. Donc en fait, ça se fait à 2 niveaux, de définition de critères en fonction justement de l'évolution de la qualité du milieu naturel, et puis la définition aussi du statut de l'espèce par des connaissances qui vont être étudiées sur le terrain ou en laboratoire. Et tout ça, ça va permettre justement d'aller caractériser ces espèces comme une espèce à mettre en protection. Pour la caractérisation, c'est même tout citoyen peut y participer. C'est tout scientifique, chercheur, naturaliste, contemplatif et autres. Toute donnée est bonne à prendre. Et donc, une fois qu'on a décidé que cette espèce-là devait être mise en protection, qu'est-ce qui se passe ? Alors, pour en revenir à l'herbier, donc c'est la Posidonie, qui est une espèce végétale qui est protégée, donc une protection nationale. Donc c'est une espèce qui crée un habitat qu'on appelle l'herbier. On va dire qu'il peut y avoir 4 types de protection. La première, c'est quel est le risque numéro 1 pour la Posidonie ? C'est l'ancrage. On met un ancre dessus, on arrache, c'est des rhizomes. L'encre des bateaux. C'est l'encre des bateaux. En gros, elle va croître de 1 cm par an. Donc si elle prend une encre ou 10 encres par été, les rhizomes sont enlevés, elle disparaît, c'est clair et net. Alors, je vais aller crescendo. Partout où il y a la Posidonie, on interdit d'ancrer. Donc ça, c'est une première option. Ça, c'est la première option la plus brutale. Mais là, ça va un peu à l'encontre de l'esprit. La mer est un espace de liberté. Après, dans l'acceptabilité sociale, ça peut être difficile à accepter pour les passionnés. Ça pourrait être un peu délicat. La deuxième, je redescends un petit peu, c'est un peu en caricaturant le système parc national. Ils font des comptages, on sait où c'est qu'il y en a. Sur des zones d'herbier, on interdit l'ancrage des plus de 24 mètres. Et d'ailleurs, vous, au parc naturel marin, puisque je vois qu'il y a écrit police de l'environnement sur votre polo, vous êtes en capacité de dresser des procès-verbaux si des règlements ne sont pas respectés par le public. On a le statut d'inspecteur environnement, où on est un corps de police spécial pour faire appliquer le code environnement. Donc pour la Posidonie, c'est un peu délicat, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un effet volontaire.
personne ne me dira oui, j'ai fait exprès d'ancrer là juste pour abîmer la posidonie. Et c'est ce Moi, qui fait que c'est un peu délicat. l'option répression, entre guillemets, je caricature aussi, c'est pas forcément celle qui peut être la plus efficace. Il y a aussi une autre option, c'est la sensibilisation, c'est ça? Donc il y a la sensi, la connaissance, comme par exemple le BQI, voilà, qui est un système de recherche de compartiment qui va nous donner des indices et une valeur sur le bon état de la posidonie et qui, dans le futur, en le faisant tous les 3 ans, on saura est-ce qu'il y a un facteur qui influe et qui décline ou qui incline, et du coup on pourra agir avec précision sur ce facteur pour que ça aille dans le bon sens. On a aussi, par exemple, un 3e volet qui est les EMEL, donc c'est les zones de mouillage écologique. Sur les zones d'herbiers de posidonie qu'on a identifiées en plongée, donc, d'où l'aspect connaissance. La dernière solution, donc j'ai été bien tout en descendant, c'est finalement la responsabilisation des gens. Alors on met des outils comme le logiciel Donia, qui peut être téléchargé sur tous les GPS de tous les bateaux. Partout où on est, on a sur notre PC logiciel, sur un système de nav, on sait s'il y a de l'herbier en dessous. Si on y croit, si on est responsable et autres, on ne va pas mettre son encre, on va aller ancrer à côté. Tous ces leviers sont un peu complémentaires, donc dans ce que j'entends, dans ce que vous me dites. Tout à fait. Il y a le volet protection, il y a aussi le volet conservation. Par exemple, on peut parler de la grande nacre, Pascal, je crois. Oui, alors on peut parler effectivement de la grande nacre, qui est une espèce donc protégée en Méditerranée, qui est on pourrait presque croire actuellement, vu la baisse des effectifs, en voie d'extinction. En Espagne, elle est considérée comme espèce en voie d'extinction, pour ne pas dire presque éteinte. Donc effectivement, c'est une espèce emblématique de la Méditerranée, tout comme la Posidonie. D'ailleurs, elle vit pour une grande part de ces populations dans des herbiers de Posidonie. C'est un grand coquillage qui fait jusqu'à 1,10 m de hauteur. Et là, depuis les 10 dernières années, enfin même pas, dans les 5 dernières années, on a vu les populations s'effondrer en mer. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la côte rocheuse, donc autour de Banyuls, de Port-Vendre et de Collioure, on avait à peu près 15 000 individus qui étaient répertoriés. C'est lié à l'apparition d'un parasite. Ce parasite a un effet foudroyant sur l'espèce. On ne connaît pas l'origine de ce parasite, en fait. Donc on ne sait pas s'il a été introduit par les eaux de ballast, par exemple, des navires, donc c'est du transport maritime qui a été à l'origine de ce déplacement de ce parasite d'une zone de la planète vers chez nous. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est un phénomène de régulation? On n'a pas le moyen de Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que la population de grande nacre est en train vraiment de s'effondrer. On a quand même la chance d'en avoir dans les lagunes, donc dans des zones d'eau marine qui sont un petit peu séparées de la mer. Là, on a des stocks de grande nacre qui sont assez importants. On peut supposer que ça sera des viviers pour régénérer en fait cette population après dans quelques années peut-être, mais toujours est-il qu'actuellement il n'y a pas possibilité aux grandes nacres de se réimplanter en milieu naturel. Et donc là il y a effectivement le besoin de mettre en place des mesures de conservation. Elles sont obligatoirement ex situ, on ne va pas pouvoir le faire in situ vu que le parasite est présent et qui colonise les grandes nacres dès qu'il y en a une qui apparaît. Vous gardez une grande nacre dans... Voilà, donc on garde des grandes nacres, exactement, avec le CRIOB, qui est un laboratoire de recherche de l'Université de Perpignan et de l'École pratique d'autres études. On a mis en place un projet de conservation, et donc là, on maintient en captivité des grandes nacres, avec toutes les difficultés que ça implique. Ce sont des animaux qui sont fragiles, qui demandent une alimentation particulière à base de phytoplancton. On essaie de les garder comme ça en captivité, de faire une sorte de conservatoire, si on peut dire, de grandes nacres en aquarium, protégées du milieu naturel, et qui permettrait peut-être un jour de réensemencer ce milieu, avec là encore plein de précautions. Quand on élève des animaux en captivité, on leur introduit des parasites, des fois on leur applique des traitements, ces animaux vont peut-être se reproduire. Ça, c'est une grosse difficulté sur les grandes nacres, mais c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Réintroduire après un milieu naturel, ça peut aussi entraîner ce qu'on appelle la pollution génétique. C'est-à-dire que si on produit en captivité, on ne va pas avoir forcément le paysage génétique de l'espèce en milieu naturel. Et quand on va la réintroduire, on aura peut-être quelque chose qui sera affaibli et qui ne va pas résister, voire même qui va se croiser avec les individus encore présents naturellement dans le milieu naturel, donner naissance à des individus faibles et qui vont finalement aboutir à quelque chose de négatif. Donc c'est à double tranchant, il faut être très prudent avec cette histoire de... Parce que spontanément, quand on n'y connaît pas grand-chose, on peut se dire, prenons une grande nacre, élevons-la en aquarium, et puis quand elle est assez solide, rejetons-la. C'est compliqué, c'est dangereux. Ça peut être dangereux, donc ça ne se fait pas de manière aussi simple que ça. On le voit d'ailleurs dans le milieu terrestre. Ces projets de conservation et de réimplantation d'animaux d'un niveau captif en milieu naturel sont extrêmement suivis. Il y a des programmes importants de croisement entre individus. Les zoos, par exemple,
quand ils font de la reproduction, ils ne croisent pas leurs propres géniteurs entre eux. Ils vont croiser un mâle d'un endroit avec une femelle qui est présente à un autre endroit. Ils vont se les expédier, faire de la reproduction comme ça, de manière à garder ce patrimoine génétique et pouvoir réintroduire en milieu naturel des animaux qui auront le patrimoine génétique le plus optimal possible pour être introduit en milieu naturel. J'aimerais qu'on regarde maintenant une image qui nous a été fournie par vous, Pascal Roman, où on voit un crabe, pas n'importe quel crabe, un crabe qui est un vrai fléau en ce moment, en tout cas dans les Pyrénées-Orientales. On en parle beaucoup, c'est le crabe bleu. Ce crabe bleu, en fait, c'est une espèce qui, pour l'instant encore, n'est pas caractérisée comme étant espèce exotique envahissante. Elle est caractérisée comme étant espèce non indigène, mais elle va devenir très rapidement espèce exotique envahissante, c'est-à-dire qu'elle va maintenant montrer un impact sur le milieu naturel. Donc c'est un crabe qui vient du nord-est des États-Unis, qui a priori a traversé l'Atlantique au travers des eaux de ballast, dont je parlais précédemment, sous forme larvaire. Ce crabe, à un moment donné, il passe par un stade de vie qui est larvaire, dans le plancton. Et puis ce crabe s'est installé a priori en Europe dans les années 2010. Ça a commencé en Espagne. Et puis c'est un crabe qui nage, qui est extrêmement agressif, qui a explosé en termes de population dans les eaux un petit peu dessalées, dans les lagunes, dans les deltas d'Espagne, en particulier dans le delta de l'Èbre, et qui, on suppose, est arrivé chez nous ensuite à la nage, 15 km par jour, ce crabe, donc il est capable de nager 15 km par jour. Un super crabe. Super crabe. D'ailleurs, ça se voit, il est équipé de palettes natatoires à la fin, c'est son petit critère, son super nageur. Voilà, et il est arrivé dans nos lagunes, en particulier celle qui est très près d'ici, qui est la lagune de Canet-en-Roussillon, et là, il a commencé à exploser petit à petit d'un point de vue démographique. Thierry l'a suivi sur les premières années, et là, on arrive à une situation aujourd'hui qui est vraiment très, très critique. On avait déjà, pour les naturalistes et autres, on suivait déjà entre guillemets, le saccage du delta de l'Èbre, qui est d'une richesse absolue en Espagne, au niveau avis, faune et autres, et qui s'est fait stériliser par ce crabe bleu. Il a fait du vide autour de lui, toute espèce. Ne survit pas, en fait. Non, il est boulotte. Parce qu'en fait, comme c'est un opportuniste omnivore, donc tout ce qui est végétaux, animaux, larves, vivants, morts, rampants, nageants, tout lui passe par la main. Il a une stratégie de reproduction, comme disait Pascal, 2 millions d'œufs. La femelle va en mer pour que ça soit plus facile de disséminer. Les 7 stades de mue, les jeunes vont les faire en 15 jours, alors qu'un crabe normal, il mettra 2 mois. Il s'est vraiment outillé pour être le super colon, le super colonisateur. Il se sert de la mer comme un corridor, donc une fois qu'il a fait le vide à delta de l'Èbre, surpopulation, il est remonté le long de la côte. Donc il se sert de la mer comme vecteur, et son habitat de prédilection, les lagunes. Comme on n'a pas son éthologie chez nous... C'est quoi éthologie ? Éthologie, c'est son comportement, sa façon de se reproduire et autres. Oui, c'est une espèce qu'on connaît très mal, en fait. On la connaît que dans son milieu naturel, son milieu d'origine, États-Unis, donc ça va Sud-Canada, Nord-Argentine. Et oui, mais ici, il n'a pas ses prédateurs. Ici, il n'a pas ses prédateurs, il n'a pas ses parasites. On peut espérer que les parasites naturels du crabe vert, par exemple, vont le coloniser à un moment donné, mais est-ce qu'ils auront un impact ? On ne le sait pas. Et donc, effectivement, il a tendance à exploser. Actuellement, on était à la fin du mois d'août à 25 000 crabes bleus capturés cette année. Je pense qu'on a atteint maintenant les 50 000, largement. Cette espèce, qui est un peu comparable à l'écrevisse de Louisiane terrestre, elle a des dégâts environnementaux, certes, parce qu'elle est capable de stériliser un milieu. Stériliser un milieu et donc empêcher sa fonctionnalité. Les lagunes de Méditerranée, c'est quand même des nurseries, elles ont une fonctionnalité spéciale. Il y a tout un cortège de poissons qui vont, dorades, loups, etc., qui vont venir dans les lagunes pour se reproduire, ou alors les petits, les juvéniles, qui vont grossir, s'engraisser tranquillement en lagune. Ils n'ont pas de prédateurs, qu'ils seront assez gros, ils partiront en mer, et ça alimentera toute la filière pêche. Ça maintiendra l'équilibre actuel en Méditerranée. Et il y a aussi l'impact social, il ne faut pas oublier, même si on parle d'espèces protégées et autres, dans un écosystème, aujourd'hui l'homme fait partie de l'écosystème. Les pêcheurs tradis de ces zones se retrouvent directement... Ils se retrouvent à pêcher du crabe alors qu'ils sont là pour du pêcher crabe, de l'anguille. donc ils se font... Espèces protégées. Oui. Donc il y a des espèces protégées qui vont disparaître, et végétales, animales. Au début de l'émission, on parlait d'équilibre. Espèce menacée, tout est en équilibre, il suffit qu'il y ait un déséquilibre quelque part. Lui est un super déséquilibrateur. Là, je viens d'inventer un mot, mais... Et avant de discussion, on va bientôt toucher à sa fin, mais un mot des solutions. Pêcher. Il faut le surpêcher. Il faut le surpêcher. Là, il faut que la surpêche s'applique. Immédiatement. En fait, là, oui, cibler. Il y en a qui savent faire. Parce qu'en fait, surpêcher, c'est pas
allons-y comme d'autres espèces en mer. Hein. C'est la volonté, c'est réduire sa population pour réduire son impact, pour laisser le temps au milieu d'éventuellement pouvoir s'adapter à sa présence. On l'éradiquera jamais. Il est là, c'est fini. Mais il faut réduire son impact, et pour réduire son impact, il faut réduire ses populations. Donc il faut aider les pêcheurs, il faut les soutenir en fait dans l'immédiat, puisque de toute façon ils n'ont plus de ressources autres que celles-là. Pour l'instant il n'est pas commercialisé, c'est difficile de faire changer les mentalités aussi, de faire consommer une espèce en plus qui est considérée comme exotique envahissante. Rien que dans le nom, ça ne donne pas forcément envie de le manger alors qu'il est très bon. Donc c'est pas évident de mettre en place la filière, on espère qu'elle le sera, mais dans l'immédiat il faut vraiment aider les pêcheurs, il faut que tout le monde se mette à la table des financeurs pour justement pendant quelques temps arriver à les soutenir financièrement, moralement, parce qu'ils sont aussi épuisés. Et surtout qu'au travers de ça, on protège l'anguille. L'anguille, c'est une espèce protégée. Voilà. Et là, elle est en train de disparaître. Les pêcheurs ne peuvent pas pêcher l'anguille. J'ai fait Non, du moins, pas pêcher. ils ont des quotas, mais le crabe bleu, lui, ça n'empêche pas. Et c'est là qu'on touche un peu On parlait tout à l'heure de la difficulté législative. Hein. C'est mon corps de police d'environnement qui reprend dessus, mais d'une espèce menacée à espèce protégée, espèce exotique envahissante, le crabe bleu. J'espère qu'il ne sera pas classé espèce exotique envahissante. Qu'il soit classé espèce invasive, tant mieux, parce qu'il fait des impacts. Parce qu'il faut savoir qu'en France, du moins c'est l'application d'une directive européenne, c'est une espèce qui est classée EEE, espèce exotique envahissante, on ne peut plus l'exploiter. Donc ça, pour éviter que des gens les prennent, les amènent chez lui et donc créent d'autres spots de prolifération. Donc on ne peut plus la pêcher, on ne peut plus la vendre, on ne peut plus la transporter. Si elle est classée alors qu'on a besoin de ça, là, pour régler le donc, souci autant qu'elle reste juste espèce invasive. Je voulais juste quand même rajouter quelque chose. On parle beaucoup d'exemples négatifs, là. Il y a quand même un super exemple chez nous positif, en Méditerranée, en France, c'est le mérou, sur laquelle les projets de conservation, les programmes de conservation, la mise en protection au travers d'un moratoire a permis une reconstitution des stocks ici. En particulier, on est passé de quelques individus dans les années 70-80 à plus de 600 individus maintenant, donc ça fonctionne. Parfois, le plan de protection des espèces, ça fonctionne. On l'a vu avec le mérou et on peut le voir aussi avec des oiseaux sur le littoral. On a des oiseaux qui nichent sur le littoral, qui ont basé leur système de protection sur le mimétisme et le camouflage. Donc elles font des œufs couleur sable, comme ça elles se disent mes prédateurs ne me verront pas. Donc ça existe depuis des millénaires. Ils n'avaient pas imaginé que les bipèdes allaient envahir aussi les plages. Les hommes allaient arriver. Et que les hommes avaient des chiens aussi. Et les chiens domestiques adorent manger des œufs ou courir derrière les poussins et les boulotter. Je vais prendre un exemple, Toreil, où ça fait 2 ans qu'on a eu des beaux effets positifs. Plage naturelle, donc on a mis une mise en défense, donc on met physiquement des filets, on fait prendre un arrêté municipal par la mairie, on crée un pool d'intervenants pour faire de la sensibilisation. Finalement, on leur demande un partage temporaire de l'espace. C'est juste pendant 4 mois, on prend le temps de nidification, on met les filets, on va expliquer aux gens pourquoi. En même temps, on vérifie, on surveille. Donc là, on parle du sterne. Sterne, donc là en l'occurrence c'est sterne naine et grelot à collier interrompu. Donc c'est nos deux espèces un peu patrimoniales du littoral des dunes. Et depuis 2 ans c'est qu'on fait ça. Et, c'est positif parce que par exemple l'année dernière, 2020, on a eu le premier poussin de sterne naine. C'était la première fois depuis plus de 40 ans à cet endroit-là, il n'y a pas un poussin qui était né. Donc des effets plutôt encourageants. Positifs. Et cette année on a eu plusieurs générations de gravelots qui sont nés. Ça peut Quand fonctionner. Le public aussi est partie prenante, ça peut fonctionner. Une bonne information, une bonne sensibilisation. L'importance des sciences participatives aussi, et justement la montée en puissance de ces sciences participatives. Thierry le disait tout à l'heure pour les herbiers de Posidonie, par exemple, mais c'est vrai que les relevés de tout un chacun peuvent servir vraiment à gérer et à protéger des espèces. Merci messieurs, cette discussion touche à sa fin. On va terminer avec la traditionnelle question qu'on pose à nos invités, qu'on aime poser. Une recommandation qui vous aurait marqué dans votre parcours? Moi, c'est plutôt un sentiment. La mer n'est pas un monde parallèle. Donc moi, j'invite tout le monde, même ceux qui ne savent pas nager, puisqu'on peut le faire justement en ne sachant pas nager, à faire des randonnées palmées, à aller découvrir ce monde qui n'est pas qu'un monde parallèle, qui fait partie vraiment de notre environnement et qui est connecté à notre monde de bipèdes terrestres. Mettez vos palmes et allez observer la nature. N'hésitez pas à vous promener et à contempler. Prenez un bout du sentier littoral, allez du phare du Cap Béar jusqu'à la plage de Poly, aller-retour, profitez des lumières, arrêtez-vous, regardez. Et quelqu'un qui sera sensibilisé, qui aura trouvé son bonheur dans une lumière, dans une espèce, qui aura croisé le monde de l'infiniment petit, du coup on s'y intéresse. Et quand on s'intéresse à quelque chose,
On est Voilà. plus enclin à protéger notre environnement. En tout Donc cas. voilà, ma recommandation, ça sera ouvrez les yeux et prenez plaisir. Émerveillez-vous. Et Prenez je plaisir. tiens aussi à rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices que l'émission précédente que vous pouvez retrouver de Grain de Sel Télé était consacrée aux réserves et notamment à la réserve de Cerber-Banyuls, où on parle aussi du mérou et de l'effet positif de ces réserves. Merci beaucoup Thierry, merci Pascal Merci à vous. d'avoir accepté notre invitation sur, Avec plaisir. sur Grain de Sel Télé. Tout de suite, vous retrouvez le reportage de nos équipes de Grain de Sel, un reportage concocté avec passion et émerveillement, Thierry. On vient mettre notre grain de sel. Aileron, c'est une association qui a été créée en 2006 à Montpellier et qui travaille spécifiquement sur les requins et raies de Méditerranée française qui sont des espèces particulièrement menacées. On participe au projet d'IREPO qui a été créé en 2022. C'est la 4e expédition de ce projet. Et ce projet il vise à mieux connaître la distribution des raies qui sont menacées et qui sont présentes dans la réserve. Donc on réalise des missions, des expéditions de 3 jours et en fait on fait des comptages à différentes saisons et pendant 3 ans. Et l'objectif c'est d'améliorer les connaissances vraiment sur ces espèces de raies qui sont finalement assez méconnues. On a observé environ 150 raies depuis le début du projet, principalement des raies pastenaques communes. C'est une espèce qui est menacée, qui est classée vulnérable sur la liste méditerranéenne de l'IUCN. On réalise aussi des plongées de nuit où on observe en fait les raies qui se désensablent et qui chassent et qui vivent finalement. C'est tout l'objet d'Aileron de travailler sur des espèces qui ne parlent pas au grand public, qui sont soit mal aimées, soit méconnues. Les requins, c'est un bon exemple. Et notamment sur les raies des zones sableuses, parce que les zones sableuses, ça reste des zones qu'on n'étudie quasiment pas. C'est des espèces autorisées à la consommation. La cosmétique, les boîtes de thon, les pâtés pour chats. Il y a plein de sujets en fait où on a ces espèces qu'on retrouve dans nos assiettes ou dans celles de nos animaux de compagnie. Et c'est urgent aujourd'hui d'améliorer les connaissances. Je me suis dit qu'il fallait que je participe parce que tout ce qui est élasmobranche, donc les raies, les requins, etc., c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis jeune. Donc je pouvais pour une fois avoir l'opportunité de travailler avec Aileron et être donné de mon temps. Il y a un observatoire citoyen qui existe aujourd'hui qui s'appelle l'Elasmed sur lequel on peut recevoir n'importe quelle observation. Donc il ne faut pas hésiter à nous partager vos observations de requins et de raies. On vient mettre notre grain de sel. L'artiste qui est avec moi ce soir a la mer chevillée au corps. Elle est absolument omniprésente dans ses vidéos sous-marines. Bonsoir Laure Müller-Feuga. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette relation si particulière à la mer? Qu'est-ce qui fait qu'elle est importante pour vous comme ça? Parce que je pense que la mer, ça a été finalement comme une deuxième mère pour moi, puisque j'ai eu un moment de ma vie assez dramatique dans mon entourage familial. Et du coup, je suis partie en Australie. Et je suis allée sous l'eau. J'ai traversé cette surface. Et là, j'ai pu, d'une certaine manière, avoir une renaissance, quoi. Dans les films, par exemple, Bleu Pression, on a vraiment des moments qui sont tournés sous l'eau, des moments qui sont tournés sur la terre. Il y a une trame, il y a une histoire. Mais c'est très métaphorique, c'est très poétique. Est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours du sens derrière chaque plan ? L'idée, c'est d'inviter le spectateur à un voyage, l'amener par tous les sens possibles, même si c'est sur une surface plane et de la 2D, qui est l'image ou la photographie, et de le prendre par la main, de lui dire « regarde comme c'est beau, regarde comme c'est merveilleux, regarde comme c'est toi, regarde comme c'est ton origine, regarde comme il faut que tu en prennes soin ». Et quand on fait des projets de sensibilisation autour de ça, quand on a envie de dire des choses beaucoup plus concrètes,
et pas simplement cet aspect contemplatif, et bien là, effectivement, on va essayer d'utiliser aussi la métaphore, des images très concrètes pour pas dénoncer, mais simplement appeler à respecter et à responsabiliser les personnes tout en douceur, quoi, en les intriguant, en les faisant rêver, en les faisant sourire. De la sensibilisation douce. C'est ça, exactement. On en a besoin. Comment ça se passe un tournage sous l'eau ? Alors, ça dépend si c'est de l'eau de mer, de l'eau glacée, de l'eau des rivières, de l'eau de piscine. Mais la température sera forcément très différente. Et ça, c'est peut-être l'un des éléments les plus difficiles, les plus contraignants, disons, et le plus difficile à maîtriser. Et puis après, il y a la visibilité aussi. Ça, c'est très complexe. Parce que si on n'a pas de bonne visibilité, on aura des images pas très fluides. Ça sera complexe. Vraiment, l'idée, c'est de retranscrire ces scènes terrestres sous la mer pour que les personnes puissent justement s'identifier, les aider à traverser à nouveau cette histoire de miroir, un peu à la Alice au Pays des Merveilles, les inviter sous l'eau avec nous et du coup, vraiment appeler à cette poésie aquatique où tout le mouvement est décuplé, où il n'y a plus de... où en fait, toutes les inégalités, les différences sont complètement diluées, littéralement. Et du coup, on peut vraiment ouvrir un terrain de jeu et d'émotion très large, quoi. Et pour revenir sur cette histoire de tournage, c'est vrai que les personnes ne peuvent pas rester très longtemps dans l'eau. Donc, ce sont des contraintes qui sont, comme toute chose, parfois aidantes à structurer aussi et à aller chercher l'instant magique. C'est des tournages où le corps est mis à l'épreuve, en fait, aussi. C'est exactement ça, mais je pense que c'est parce que parfois, c'est dans tout ce qui est un petit peu complexe et ce handicap qu'on a, nous, les êtres terrestres, à aller dans l'eau, toute notre maladresse, etc., et nos contraintes, qui fait qu'on va aller chercher ensemble, justement, ce beau moment et raconter des belles histoires avec des corps complètement incapables, a priori. Et l'idée, c'est d'aller les rendre magiques. Voilà. La mer devient un personnage principal des films, aussi bien que les acteurs et les actrices qui sont dedans. Dans Bleu Pression, avec Aurélie Nury, on a vraiment essayé de donner toute une place narrative. Vraiment, on a l'évolution de cette mer qui, au début, est vraiment très terne, dangereuse, mystérieuse, mais un peu sombre. Et puis, finalement, on arrive à une espèce d'éblouissement, de la joie, de la gaieté, des couleurs joyeuses. Voilà. Et les repérages sont plus longs, différents que quand on tourne sur Terre. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est beaucoup d'aléatoires, c'est-à-dire qu'on va les repérer un petit peu en amont, mais comme les décors sous-marins peuvent changer du tout au tout, même en 2 heures, c'est complexe. Après, quand c'est simplement des personnages à immerger, on va aller chercher de la roche, des herbiers de Posidonie, voilà, ou du grand bleu. Donc, voilà, c'est variant, quoi. Vous faites partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Bloob, qui a vu le jour fin 2020, mais qui est beaucoup plus ancien que ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ? Ça a été des rencontres humaines incroyables. On a fait des laboratoires sous-marins, on appelait ça aussi les petits jeux sous-marins. Il y a eu des expositions photos, il y a eu des photos, des expérimentations, on va dire. Et puis maintenant, on fait du spectacle vivant, effectivement, avec cette association Bloob Collectif Aime ta mer, où on sensibilise notamment sur les déchets, sur les rivages. Donc, c'est de l'art de rue ou art de rivage, on pourrait dire. C'est l'art collectif qui changera le monde ? Je pense que c'est le collectif qui changera le monde et l'art en particulier. Disons que c'est un des grands piliers, ouais, je pense. On en a besoin. Merci beaucoup, Laure Müller-Fégat, d'être venue nous parler de mer et nous rappeler qu'en effet, on est simple humain face à l'immensité de l'eau et à toutes ses richesses. Grain de sel télé, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous retrouve très vite pour ce qui sera la dernière émission de cette première saison de Grain de sel télé. En attendant, prenez soin de vous et surtout de la mer. On vient mettre notre grain de sel.